Yes, sir, yo! Bienvenue sur la Troll Academy! Un terme qui nous vient des Français de France. Vous savez, Star Academy, c'est né en France. Eux, ils mettaient un Y. C'est quand même cocasse que les Français de France mettaient un Y à Académie et que nous, en fait, on s'appelle Troll Academy IE. Donc, c'est à n'y rien comprendre, guys. Aujourd'hui, un invité absolument spécial, comme dirait Donald Trump, very special, qui m'a été conseillé par mon troll favori, Troll des montagnes. Ça risque d'être mythique. Isara est un troll, mais Isara ne comprend rien au trolling. Il l'a pourtant dit dans sa vidéo de présentation. Il a dit « Je ne sais pas dans quoi je m'embarque. C'est quoi ce podcast-là? » Mathieu Lévesque est un fou furieux, dangereux, qui devrait être interné ASAP. Mais ici, selon Troll des montagnes, vous êtes un troll, monsieur de Isara. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, pas du tout. Je ne suis absolument pas un troll. Moi, je suis un auteur, je suis une plume, hein, un esprit, un bel esprit, je dirais. Et après, bon, on peut interpréter cet éclat que j'ai en moi comme du trolling ou ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Moi, je sais ce que je fais, je sais où je vais. Et voilà, je sais. Donc voilà. Après, on peut, comme vous le dites, on peut interpréter à travers votre langue qui m'est difficile d'accès. Hein, l'accent canadien, vous savez, c'est pénible à entendre. Hein, vous êtes pénible à écouter pour une oreille française. En bas, on a le nouveau troll qui dit « J'espère que Mathieu soignera son accent d'habitant. » J'ai rien compris. Mais en fait, au Québec, on ne dit pas « beauf » comme vous êtes en France pour parler d'un régional un peu mal engueulé, un peu comme sous-culturé. On va dire « c'est un habitant ». Un habitant. Donc, un habitant, c'est un beauf dans votre langage. D'accord, oui. Voilà. Ben alors, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, parce que M. Isara est reconnu pour filmer dans la même pièce, chez lui, dans son appartement, dans le Mans, avec son matelas, avec ses trucs de lumière et compagnie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une capture d'écran de son spot d'enregistrement que j'ai mis dans Midjourney version 6 qui vient de sortir et j'ai dit « Pimpe-moi ça un peu, Midjourney ». Et voilà, nous sommes dans le décor originel qui sévit sur les internets depuis 2007. Donc, on est dans un territoire familier. Vos abonnés ne seront pas trop surpris aujourd'hui de voir ça. Moi, monsieur Isara, là, on se voit, mais ça se peut qu'on commence à se tutoyer en plein milieu du show. Je vous vois, en fait, parce que vous avez un nom qui, selon moi, prête au vouvoiement. Et je vais le dire. J'ai envie de dire votre nom au complet de façon élégiaque, de façon homérique. Parce que c'est quand même un des plus beaux noms qu'il m'a été donné de voir et de prononcer dans ma vie. Raphaël Zacharie de Isara. Est-ce que ce n'est pas poétique? Vous qui m'avez dit « Je ne suis pas poète », mais pourtant, vous avez le nom d'un poète. Donc, est-ce que vos parents étaient des trolls? Alors, mes parents étaient des astres. Et moi, je suis un fils d'étoile. Et d'ailleurs, mon nom signifiait étoile et ce n'est pas un pseudonyme. Hein, c'est vraiment mon nom de naissance. J'ai le nom on a le nom qu'on mérite, vous savez. On a... Vous êtes comme un certain Alain Bonnet. Êtes-vous à quelque part d'extraction nobiliaire? À cause qu'il y a la particule dans votre nom, là. Oh, il y a de ça, mais vous savez, la vraie noblesse, elle est, bon, c'est banal de le dire, mais elle vient du cœur, hein, parce que si vous avez la particule, mais si vous n'avez pas le cœur, ça n'a pas beaucoup de valeur, hein. Et moi, je mets un point d'honneur à faire correspondre ma particule de naissance avec ma particule du cœur, hein, avec ma noblesse d'esprit, en fait, pour le dire en un mot. Mais ça, c'est très beau, je suis entièrement d'accord avec vous. Petit fait cocasse que j'avais envie de dropper. Quand j'étais jeune, quand j'allais à ce qu'on appelle l'école secondaire au Québec, qui, dans votre cas, correspondrait à ce qui vient un peu avant le bac, le lycée, je crois. Donc, il y avait une fille qui s'appelait Isara. Donc, j'avais une co-religionnaire qui s'appelait Isara Bureau Lafontaine. Donc, parce que quand je prononçais votre nom, j'étais comme, Isara, ça me rappelle quelque chose. J'étais comme, mais oui, je connaissais une fille qui s'appelait Isara. Donc, première question un peu pour lancer le bal aujourd'hui. Après ça, on parlera de votre drapeau parce que tous les gens qui vous ont interviewé, du moins toutes les entrevues que j'ai écoutées de vous sur Internet, à un moment ou à un autre, on vous parle de votre drapeau royaliste. Donc, tantôt, je vais vous parler de votre drapeau royaliste pour m'inscrire dans la longue tradition des gens qui vous ont interviewé. Mais ma première question, c'est est-ce que Raphaël Zacharie de Isara, le poète, le faux poète au nom poétique, se réclame-t-il plus de Raphaël Sanzio, le grand peintre du Quattrocento, ou est-il plutôt comme le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament qui disait, en étant lapidé sous les colonnes du temple, « Yahweh verra et il me vengera ».
Alors, ni l'un ni l'autre, moi je suis superbement moi-même, hein. Bon, je suis quelqu'un de très narcissique, mais j'ai les moyens de mes prétentions. Je suis un astre qui brille et j'emploie tous les moyens sur Terre pour que mon éclat se voie jusqu'au ciel, quoi. Voilà. Et non, moi je me réfère pas du tout à ces illustres hommes, quoi. Et voilà, je n'ai pas besoin, en fait, je n'ai pas besoin du tout de me enfin, d'avoir des reflets des uns et des autres, mais ni de Hugo, ni des uns et... Non, non, moi, je me suffis à moi-même et je n'ai pas peur d'affirmer ce que je suis, hein. Encore une fois, je vous le dis, j'ai les moyens de briller, j'ai les moyens de me présenter tel un soleil. Voilà, j'ai les moyens de briller dans l'éternité comme un astre, voilà, inextinguible. Et donc, je n'ai pas besoin de ces références. Au-delà de votre personnage, ou en deçà même peut-être de votre personnage, vos textes sont très bien écrits. Vous me faites penser à Delavier, que j'avais reçu sur mon ancien podcast. Frédéric Delavier, évidemment, son livre L'éveil des consciences, ponctué, comme disait Alain Bonnet, de texticules, qui était le sous-titre à Socrate à Saint-Tropez, son second abécédaire. Donc, des petits textes qu'il lit parfois sur sa chaîne, des textes aphoristiques, poétiques, mais en même temps savants, avec un contenu informatif. Donc, moi, j'ai aimé vous découvrir pour vrai parce qu'au départ, on m'a dit tu devrais inviter ce gars-là. Il est écrivain comme toi. Il a des velléités écrivassières, on va dire. Il est poète. Donc là, je communique avec vous. Première fois que vous me dites, c'est je ne suis pas poète. Et même, je suis narcissique et autocentré. Là, je me suis dit, bon, ben, c'est sûrement un politique. C'est sûrement un gars qui s'intéresse aux questions politiques. Là, j'étais comme ça, c'est toujours un peu plus plate. Mais je me suis dit, il est sûrement de droite. Parce que sinon, on ne me l'aurait pas recommandé. Donc, je me suis dit, là, au moins, ça va ajouter un petit côté punk. Hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le conservative punk en anglais. Dans la mouvance trumpiste. Mais finalement, là, je vais sur votre chaîne YouTube et je me rends compte, mais non, je fais comme, non, le gars écrit des textes. Mais là, j'ai mis dans la miniature sur YouTube aujourd'hui Raphaël Zachary de Isara, le faux poète. Pourquoi, puis là, on va conclure sur cette question-là parce qu'on en parle depuis le début, pourquoi est-ce que vous refusez le titre de poète? Bah parce que cette dénomination, je la trouve d'abord ridicule, hein. Au XXIe siècle, être poète, je trouve ça grotesque de se faire appeler comme ça. Et en plus, je ne suis pas poète, c'est-à-dire que j'aime la poésie, mais non pas la poésie sous forme ennuyeuse d'alexandrin. Voilà, j'ose le dire. Je sais que ça peut déplaire, mais voilà, je brise peut-être. Je suis probablement un des seuls. On va dire ce qu'on appellerait aujourd'hui, je ne sais pas, un composeur de vers, parce qu'on ne faut plus dire poète, c'est un peu démodé. Donc, je suis l'un des seuls composeurs de vers du 21e siècle qui se targue de produire d'authentiques et de beaux alexandrins. Et je vous avais envoyé ma page, mes rebelles manières. Donc, moi, je fais des alexandrins. Pour moi, l'alexandrin, honnêtement, c'est le vers parfait. Oui, c'est ce qu'on dit. La question n'est pas là, c'est pas ça la question. C'est que moi, je veux sortir de ces cadres-là. D'abord, moi, je pourrais composer les alexandrins, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'exprimer tout ce que j'ai en moi, qui est un infini. Moi, je suis un océan à moi-même. Et je produis des textes. Mais j'aime la poésie sous la forme vivante, non pas sur la forme étriquée des vers, mais sous la forme de la vie de tous les jours. Et la poésie est partout. Parce que pour moi, la poésie, c'est l'essence même de Dieu, quoi, de la respiration de Dieu, hein. C'est l'esprit de Dieu. Pour moi, la poésie, ça ressemble à l'amour, hein. C'est vraiment l'expression divine par excellence, hein. Et ça va très très loin quand même quand on y pense sur ce qu'est la poésie en réalité, hein. C'est une vision du monde sublimée et en même temps c'est l'essence même du monde, hein. C'est ce qu'il y a derrière les choses, la poésie, comme le verbe d'ailleurs, hein. Ce qu'il y a derrière les choses, c'est le verbe et aussi la poésie. La poésie, c'est vraiment pour moi, je mets ça au-dessus de tout. C'est la beauté suprême. IQ trollette, donc IQ en anglais, c'est-à-dire quotient émotionnel. Une IQ trollette qui va vraiment kiffer ce que vous venez de dire, je ne la nommerai pas, elle va se reconnaître. Et vous allez probablement la reconnaître vous-même. J'ai 2 commentaires que je vais afficher à l'écran avant qu'on poursuive. Donc, Alexis, ici, une autre IQ trollette qui dit c'est l'accent français qui est pénible à entendre. Donc, vous voyez, c'est ça qui est le fun. C'est que finalement, je suis pénible pour vous, mais en fait, vous n'êtes pas pénible pour moi. Mais apparemment, vous êtes pénible pour Alexis et peut-être pour d'autres personnes qui nous écoutent. C'est le statu quo. Alors moi, je me considère comme quelqu'un de normal du fait que je suis français et que tout tourne autour de moi. C'est normal, je suis français. Donc, ma référence, c'est moi-même, c'est la France et les autres, ce sont nécessairement des barbares, des sauvages, des étrangers,
Ben oui, nécessairement, puisque moi je suis de France. Hein, la France est le centre de l'univers, et tous les autres pays tournent autour de la France. Et ce sont aux autres pays de s'aligner sur les normes françaises, hein, pour paraître conformes. C'est comme le terme de poète. Quand vous dites la France ici, vous faites référence à une France qui n'existe plus vraiment. Aujourd'hui, on parle de Macronie plutôt, non? Oui, peut-être, mais enfin, là, je parle de la France éternelle, de la France idéalisée, de la France traditionnelle et peut-être même la France un peu, vous savez, de l'ancien temps, quoi, qui était vraiment le centre du monde par excellence. Et cela n'était pas du tout remis en question, hein. C'était une évidence. Si vous me permettez un petit jeu de mots qui, comment dire, s'élaborera comme un calembour juteux, pourrait-on dire que cette ex-France aujourd'hui, fronce les sourcils lorsqu'elle voit ce qu'elle est devenue? Ah oui, mais alors, oui, bien sûr, oui. Bon, on avait Troll des Montagnes ici qui dit, et ça c'est vrai, je partage entièrement ce sentiment pour avoir écouté un peu de votre matériel cette semaine. Ce qui me touche chez Isara, c'est qu'il est heureux et transmet son bonheur aux autres. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je ne suis pas du tout je ne suis pas un promoteur du malheur, de l'ennui. Et pour moi, l'ennui, c'est le pire crime qu'un auteur puisse commettre, hein. Ennuyeux son lectorat. Moi, je respire du bonheur. Même mes ennemis, j'en fais des textes, j'en fais des œuvres. Comme par exemple, un expert du harcèlement sur Internet, monsieur Hervé Guillemin, un pornocrate avéré et fier de l'être d'ailleurs. Et voilà. Et moi, de cette pâte, de cette pourriture, eh bien, j'en fais des beautés, quoi, des merveilles. Vous pratiquez comme Rimbaud, dont on va parler tantôt, parce que je veux absolument vous harponner là-dessus. Donc, vous pratiquez l'alchimie du verbe, seconde partie de la saison en enfer. Et comme disait Baudelaire, vous transformez la boue en or dans la préface jamais publiée aux Fleurs du Mal. Ne suis-je pas un érudit, M. Isara? N'êtes-vous pas en face d'un érudit qui connaît sa littérature française? C'est vrai, bien que je vous avoue, j'ai quasiment rien compris à votre question. J'avais l'esprit ailleurs. OK, là, j'avais vu quelque chose passer. Oui, c'est ça. On parlait de beauté et d'esthétique. Et là, il y a quelqu'un qui m'a écrit tantôt. J'ai trouvé ça génial. Elle m'a dit le plus important, c'est-à-dire l'essentiel, n'est pas visible, mais la beauté l'est. C'est-à-dire que la beauté est l'une des rares choses visibles. Oui, oui, le beau est invisible et visible. Ça, ce sont des généralités, quoi. Moi, ça me dérange pas, quoi, qu'on puisse. Non, je ne pense pas que. Attends, vous dites que le beau est visible. Attendez, je vais le citer comme faux parce que là, on est en direct. Puis là, j'étais en train d'essayer de me souvenir du truc. Puis je pense que je l'ai dit un peu croche. Je vais le lire de la bonne façon. Contrairement à l'essentiel, m'a-t-on dit tantôt, la beauté est visible pour les yeux. Oui, certainement. C'est pour ça que la laideur existe, d'ailleurs. Juste avant qu'on passe à Rimbaud, j'ai une petite question pour vous. Moi, je suis un fan de Kierkegaard. Je ne suis pas kierkegaardien. Je le trouve un petit peu faiblard et hystérique par moments, mais c'est un personnage qui me fascine parce que c'est un troll, hein? Comme Socrate avant lui, Kierkegaard était un troll. Puis ça se retrouve dans son usage du pseudonyme, par exemple, quand au beau milieu d'une phrase philosophique dans la reprise, il dit qu'il fallait qu'il s'arrête pour tuer une mouche. C'est un peu comme chez l'autre Ramon. Donc, Kierkegaard avait 3 stades. Il y avait le stade esthétique, il y avait le stade éthique et le stade religieux. Et il explique que l'on passe du stade esthétique, donc où la beauté prend toute l'importance, par l'ironie. L'ironie permet d'entrer dans le champ de l'éthique. Et dans l'histoire, c'est Socrate qui a permis ce passage-là du stade esthétique au stade éthique. Et il rajoutait, et ça c'est dans sa thèse doctorale, le concept d'ironie constamment rapporté à Socrate, mais il n'a pas vraiment développé ça dans son œuvre, sauf erreur de ma part, par après. Il dit que pour passer du stade éthique au stade religieux, c'est l'humour. Ah oui, alors l'humour, c'est un pont entre différents stades de la pensée. Oui, c'est vrai. L'humour, vous savez, c'est proche. L'humour, c'est une ouverture d'esprit, c'est une dédramatisation de la vie, et puis c'est un accès à Dieu, en fait, hein. Vous savez, Dieu est humour aussi, hein, il n'est pas qu'amour, hein. Et d'ailleurs, dans l'amour, il y a aussi l'humour, hein. On rit avec les gens qu'on aime. Et parce qu'on aime les gens.
humour et amour, que ces deux termes-là se ressemblent, comme dirait Jacques Lacan, il n'y a pas là coïncidence pure. Et moi, en fait, ben, justement, j'ai amené ça parce que c'est ce que je considère que je fais. Je considère que je permets aux gens de passer du stade éthique au stade religieux. Je les ouvre à une certaine forme de transcendance dans l'immanence avec mon trolling. Parce que le trolling, pour moi, c'est la forme la plus pure, la plus carabinée, la plus impitoyable d'humour qui soit. Donc, juste une petite question, après ça, on parle de Rimbaud. J'ai un comparse ici qui vous demande, est-ce que selon l'invité, nous vivons objectivement à la pire époque de tous les temps? Bon, on a dit ça, on l'a déjà dit à toutes les époques. Bon, bah alors, pourquoi pas, oui, pourquoi pas, parce qu'il faut bien aussi qu'il y ait la pire époque. Alors pourquoi ne serait-elle pas la nôtre? Bon, il y a eu aussi quand même des époques de la peste noire, des époques de la guerre de 100 ans, etc. Mais idéologiquement, oui, je crois, oui, oui. Là, il y a une perte totale des repères avec le transgenre, le mariage des homosexuels, des sodomites entre eux. La perte générale des repères dans la jeunesse, hein, le déboussolement général. Oui, bien sûr, sur le plan idéologique. Alors sur le plan technique, sur le plan du confort, non, c'est pas la pire époque, c'est même la meilleure époque sur ce plan-là. Mais alors sur le plan de l'esprit, hein, en fait, oui, nous sommes ratatinés là. Aller les gens à l'envers. À l'époque de Vlad Tepes en Roumanie, par exemple. À l'époque où il y avait des potences publiques qui ont guillotiné des gens. Est-ce que ça, c'était meilleur qu'aujourd'hui? Ah non, je ne pense pas que ça soit préférable. Non, quand même pas. Je ne crois pas que la barbarie primaire soit préférable à la barbarie de l'esprit. Nous vivons actuellement la barbarie de l'esprit. Oui, nous sommes des barbares, là. Le barbare? Je n'habite pas en France. Non, mais je parle de l'Occident en général, de la France en particulier, qui est la France qui est le pays le plus bas de tous les pays civilisés. Je pense que la barbarie de l'esprit vaut quand même mieux que la barbarie tout court, hein, physique, mais cela n'empêche pas que c'est pas légal et qu'il faut combattre. De toute façon, tout ça, ça se passera sans nous, je vous rassure. La France va bien s'effondrer comme il faut pour pouvoir remonter ensuite. Comme le narrateur dans Fight Club. La France va toucher le fond et elle connaîtra sa renaissance. Oui. Bon, Rimbaud. Arthur Rimbaud a été pendant longtemps mon poète favori. C'est quelqu'un que j'ai adoré, je dirais quasi de façon pathologique quand j'étais adolescent. Il me fascinait absolument. Et donc, je le connais par cœur. Je connais son œuvre par cœur. Ensuite de ça, là, aujourd'hui, je suis plutôt fan de Mallarmé. J'apprécie un petit peu plus la recherche stylistique et formelle de Mallarmé. Je me sens plus près de ça. Et évidemment, j'ai une grosse fascination pour Lautréamont, mais Lautréamont a peu écrit, comme on sait, il est mort très jeune. Là, j'aimerais que vous m'expliquiez c'est quoi cette histoire-là que Rimbaud est un faussaire. Est-ce que vous êtes en cela le disciple de Bob, le disciple de Bob Forisson, paix à son âme? Bob Forisson qui a écrit avant de partir sur son trip d'une chose dont on ne peut pas parler, qui a écrit 2 livres, un sur Rimbaud et l'autre sur Lautréamont. Et grosso modo, il dit que les deux étaient des trolls. C'était des faux poètes, puisque finalement, ils riaient, ils crétinisaient leurs lecteurs. Donc, est-ce que je suis dans votre palette de référence, là? Alors, pour Lautréamont, je ne sais pas, moi, je ne pense pas. Mais par contre, pour Rimbaud, oui, j'en suis certain. Je pense même que Rimbaud se foutait du monde, voilà, derrière ses airs prestigieux. Je crois qu'il n'était pas dupe de la vacuité de son œuvre, enfin, d'une partie de son œuvre. Attention, je n'ai pas toute son œuvre, hein. D'une saison en enfer, par exemple, et du bateau ivre. Je crois qu'il n'était pas dupe et qu'il se rendait compte que ça marchait, hein, chez les gogos, chez les pigeons de l'époque, et puis qu'il en a profité, quoi. Voilà. Le bateau ivre, c'est une belle tapisserie. Je ne dis pas que c'est mal rimé. Les rimes sont très bien, mais derrière, pour moi, c'est du vide, c'est du creux, c'est du vent, c'est de la fumée. Voilà. Et il a profité de la crédulité de son époque pour se faire un nom. Voilà, un nom dans le vent, c'est un jeu de mots. Mais là, ça me fait vraiment rire que vous dites qu'il a profité de la crédulité de son époque parce qu'on sait que c'est un gars qui a cessé toute poésie à l'âge de quoi, 17-18 ans. Il a complètement cessé d'écrire. Il est devenu une espèce de globe-trotteur, une espèce de voyageur comme ça. Il s'est ramassé en Afrique et il y avait des gens qui le réclamaient, comme évidemment son ami Verlaine, qui aurait espéré un retour, qu'il se remette à écrire parce que c'était une des voix les plus fulgurantes qui est apparue et qui s'est éteinte beaucoup trop tôt. Et Rimbaud n'a jamais cherché les modalités, n'a jamais cherché les honneurs. Il brûlait ses propres textes. Il a abandonné le recueil de Douai, parmi lesquels certains de ses poèmes les plus célèbres, comme Le Dormeur du Val.
Il a laissé ça sur le coin d'une table d'un gars qui s'appelait Paul Demény, qui était pratiquement pas connu. Et on a accès à ces poèmes-là uniquement parce que Demény, qui en était jaloux, les avait conservés. Donc, honnêtement, je ne vois pas en quoi Arthur Rimbaud a de son vivant cherché les honneurs et la reconnaissance de ses pairs. C'est probablement l'un de ceux qui s'en est le plus moqué. Oui, eh ben, à raison de plus, c'est bien, ça confirme bien ce que je dis, qu'il se moquait du monde. Voilà, pour lui, c'était. Bon, je pense qu'il pensait que c'était une potacherie de sa part, et que bon, il voyait que ça devait l'amuser follement, quoi, de voir que on prenait au sérieux ces bagatelles, ces balivernes rimées. Alors je dis pas, attention, je ne dis pas que c'était mal rimé. Hein. Encore une fois, je dis, il avait du talent pour faire de la belle tapisserie. En général, il y a aussi des choses valables chez lui. Alors pour le Val du Dormeur, alors excusez-moi, alors c'est pas pour, mais je pense que c'est un poème honorable, voilà, dans la veine classique, mais sans plus, quoi. Il n'y a rien de plus. Je pense qu'il a dû écrire des choses beaucoup plus valables que ce bon poème. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus supérieurement. Mais le Dormeur du Val, c'est quand même un truc qui a écrit à 15 ans. Il faut remettre en contexte. Je veux dire, c'était quasiment un préadolescent lorsque il a commencé. Oui, d'accord, oui. Mais vous savez, quasiment tous les adolescents qui sont versés dans l'écriture ont des fulgurances comme ça, voilà, des éclats passagers. Et puis, vous savez, je ne pense pas que ça soit attribuable seulement à Rimbaud. Je vais l'afficher à l'écran parce que là, dans le fond, vous qualifiez ce poème-là de belle tapisserie, bon, ce qui est vrai. Mais là, vous dites qu'à quelque part, il se moque de ses lecteurs. Puis là, je veux que vous me pointiez. Ah non, mais tout en général. Je veux dire, le fait de faire passer ce beau charabia, c'est du beau charabia. Je ne dis pas que c'est musical, mais ça n'a pas de sens. C'est rien. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts où, flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend. Donc, en quoi est-ce que, dans le fond, c'est une farce? Écoutez, moi j'ai écrit un petit texte comme ça pour me moquer justement de tous ces faux admirateurs rimbalesques, où j'ai imité, enfin je l'ai pas fait en alexandrin, pas en vers, mais dans le même esprit, j'ai dit des choses, de belles choses, vides, creuses, mais qui avaient des apparences de profondeur, vous voyez. Et beaucoup de gens se sont laissés prendre au piège et ils ont trouvé ça merveilleux, beau, alors que ce sont des lignes que j'ai écrites comme ça à la volée, quoi, qui ne veulent absolument rien dire, mais vraiment qui ont des apparences, vous voyez, de rimbaldiennes comme ça. Voilà. Donc pour moi, ça vous savez, là on est au cœur justement du problème de la littérature. Pour moi, la grande vertu de l'auteur, c'est d'être clair, simple, clair et accessible. Alors dès lors qu'il y a un texte se prête à une multitude d'interprétations oiseuses, hein, c'est toujours oiseux ce genre d'interprétation, eh ben ou alors c'est un mauvais auteur, ou alors c'est un auteur qui se fout du monde tout simplement, et qui a conscience de la faiblesse d'esprit d'un certain lectorat, et qui en abuse, tout simplement. Vous savez, il y a des termes minimalistes. Moi, on me la fait pas, moi. Il y a maximaliste. Et moi, je suis ce qu'on pourrait appeler un écrivain maximaliste. C'est-à-dire que je recherche le maximum d'effets. J'aime charger mes phrases. Je suis baroque dans mon rapport au monde. C'est ma sensibilité qui est faite comme ça. Et moi, dans le fond, vous voyez, par rapport à vous, le fait d'avoir des poèmes en anglais gorgeous, donc plantureux, très riches, très onctueux, très sophistiqués, ça ne me dérange pas du tout. Tant que ça tient, tant que ça se déclame bien, parce que vous déclamez vos propres textes, et moi-même, j'apprécie la scansion homérique. J'adore lire des textes à haute voix, notamment comme le peintre français Modigliani, qui, sur la place Montparnasse, se promenait ivre-mort aux petites heures du matin et déclamait les chants de Maldoror de Lautréamont, une scène qui m'a toujours beaucoup plu. Ça, c'est mon genre un peu de faire ça. Ici, un bon petit troll. Le dormeur du Val, la victime fut-elle fusillée ou mordue par un vampire? Parce qu'il termine en disant qu'il a 2 trous au côté droit. Donc, c'est vrai que ça peut porter à interprétation. Là, monsieur Isara, on va s'amuser, si vous le permettez. On va aller sur Grok. Est-ce que vous savez c'est quoi Grok? Non, pas du tout. Grok, c'est l'intelligence artificielle mise au point par Elon Musk sur sa plateforme X. Donc, c'est un petit peu comme ChatGPT, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Évidemment, c'est une version un peu moins développée. Et là, j'ai envie, parce qu'on peut lui poser des questions, je vais poser une question à Grok. Je vais lui dire, écris-moi un texte
dans le style de Raphaël Zacharie de Izara. Oui, mais votre logiciel a déjà engrangé tous mes textes. Parce que là, oui, il y a accès à l'information qui est publique. Donc, voici un petit texte dans le style de Raphaël Zacharie de Izara pour vous. Dans le labyrinthe de la pensée, au creux des mots et des sens, Raphaël Zacharie de Izara, un architecte des rêves et des secrets. L'écriture est son arme, la plume son épée. Il trace des lignes et des contours, des histoires et des mystères. Son style, un mélange subtil de poésie et de rationalité. Il guide les esprits vers l'inconnu et révèle la beauté du réel. Dans un monde de l'imaginaire, Izara, un explorateur, il ouvre les portes de l'inspiration et nous invite à la contemplation. Est-ce que ça ressemble à votre style? Non, vous savez, pour moi, c'est un texte formaté comme les textes vous savez, les prédictions d'astrologie, quoi. Ça veut tout dire et rien dire. Pour moi, ça n'a aucune valeur. C'est un texte standard pondu par une machine. Donc voilà, pour moi, la vraie création, elle doit sortir du divin cerveau, hein, et de la divine intelligence. Que je fais ça. Ici, une question qu'on pose souvent, parce que ça se retrouve sur les podcasts, notamment américains, c'est très en vogue de poser cette question-là, ça fait des vues. Donc, le body count, avez-vous déjà entendu ça? Non. Le body count, c'est une expression anglo-saxonne pour dire le nombre de partenaires sexuels. Donc là, dans le fond, ici, il y a quelqu'un qui veut savoir votre nombre de partenaires sexuels. Ah ben alors moi, j'ai des milliers de partenaires, hein, sexuels, puisque j'ai des milliers d'enfants. J'ai 2224 enfants à l'heure actuelle. La question ne réfère pas à vos textes. Vous pouvez sortir votre joker. Regarde, vous pouvez dire « je souhaite ne pas répondre ». Vous pouvez répondre n'importe quoi. J'ai pas compris. Allez-y. La question, c'est combien de partenaires sexuels avez-vous eu dans votre vie? Ah ben, j'ai eu autant de muses à chaque texte, mes muses. J'ai eu mes muses qui m'ont donné 2124 enfants. Avez-vous chopé des infections transmises sexuellement souvent? Comment? Avez-vous chopé des infections transmises sexuellement souvent? Ah oui. C'est l'infection littéraire on n'en guérit pas et on en est malade à vie, hein. C'est une divine infection qui augmente ma créativité. Excellent. Là, ici, il y a un troll de grande force tranquille que je ne lirai pas, peut-être un petit peu trop intense. Mais vous, dans le fond, M. Izara, est-ce que vous avez des limites? Est-ce que vous avez des limites de bon goût? Est-ce que vous êtes une personne pudique ou est-ce que je peux afficher n'importe quoi à l'écran? Comment ça? Ah non, je suis, j'ai quand même une tenue, j'ai de la tenue et de la décence. Bon, parfait. Hein? Oui. Avec le troll généralissime, je ne vais pas afficher ton dernier troll à l'écran par respect pour mon invité qui, contrairement au Master Troll, se réclame d'une certaine décence. Ici, on a une question vague avant de passer à la tapisserie royaliste. Excusez-moi, pouvez-vous parler lentement, là, je décroche un peu. OK. Donc, j'étais en train de dire que je n'afficherai pas un commentaire. Non, ça j'ai compris, oui, j'ai compris. Ensuite. Une question avant d'entamer le sujet de votre drapeau royaliste. Oui. Donc, ici, on a Mariam Gassimi qui vous demande peut-on savoir ce qui intéresse vraiment Izara? Ah ben, ce qui m'intéresse d'abord, c'est moi-même, la littérature. Alors la défense de la vérité, la promotion de la beauté, et puis créer mes créations, quoi, ma création. Et puis je le reconnais, hein, je recherche les projecteurs, la lumière, et je fais. Alors parce que bon, je l'admets, hein, je n'ai pas de succès. Malgré les apparences, j'ai très peu de succès sur Internet. D'autres en ont. Comment? Comme moi. On est oui, c'est vrai. Ayant peu de succès aujourd'hui. Nous sommes dans le loserdom des Internets. Oui, c'est vrai. Voilà, je suis là le loser, voilà, le loser d'Internet. Mais en même temps, j'ai très conscience de ma valeur et j'ai hautement conscience de la vacuité de tous ceux, enfin, de la plupart, pas tous, mais de beaucoup qui réussissent sur Internet. Je sais que nous sommes dans une époque de décadence, ça j'en ai conscience. Et donc moi j'ai besoin de lumière. C'est pour ça que
j'ai répondu avec, avec ferveur à votre invitation. Alors ça peut paraître un peu minable, je reconnais, le fait de me vautrer dès le premier, à la première invitation venue, hein, c'est vrai, moi je mange à ce râtelier-là, je m'en cache pas, parce que je suis en manque de lumière. Voilà, parce que, mais attention, pas pour... Oui. Bah, je suis en manque de lumière, non pas parce que j'ai envie de m'exhiber gratuitement, mais parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai mon talent qui doit éclater, hein, et je trouve dommage que ma lumière est obscurcie comme ça par des abrutis qui font le buzz, qui ne méritent pas, hein, des gens qui n'ont pas d'esprit. Des nobody qui se mettent tout nus sur OnlyFans. Les OnlyFaneuses qui aujourd'hui reçoivent l'attention qui nous est due, monsieur de Isara, l'attention qui nous est due va à des pitounes. Voilà. À des Stevie. Non, pas Stevie. Comment il s'appelle? Oui, voilà, des gens qui font, comment, je sais plus le nom. Enfin bref, tous ceux qui abrutissent la jeunesse, hein, avec des émissions complètement abrutissantes, hein, qui tirent tous vers le bas, qui amusent sur des choses vulgaires, voilà. Et ça participe à l'effondrement de notre civilisation française, hein. Et là, je suis tombé dans la pire époque, oui, pour moi. Monsieur Isara, je dois vous confession devant vous et devant vous, votre crowd et tout le monde qui vont nous écouter ce podcast-là. À chaque fois que je me masturbe sur une connasse d'influenceuse, comme l'abbé Donitien dans Sous le soleil de Satan, un film de Piala qui renvoyait à un livre dont j'oublie le nom de l'auteur, malheureusement, il se flagelle. Donc, à chaque fois que je me branche sur une influenceuse, je sens ce besoin-là de me flageller parce que je dis, c'est elle qui devrait m'écouter troller et non pas moi qui devrais me masturber sur sa craque de boule. Donc, cela étant dit, passons au royalisme. Je trouve que ça fait une belle transition, hein? Craque de boule, royalisme. Donc, allons-y gaiement. Donc, vous êtes royaliste. Oui, c'est vrai. Je l'assume, je le revendique. Et voilà, je sais que l'époque n'est pas du tout au royalisme, hein, encore une fois. C'est encore vous savez, une affaire de loser, de perdant. Je sais très bien que je suis perdant avec ce drapeau, mais néanmoins, c'est vraiment le reflet de ce que je suis, hein, de ma pensée. Voilà, je suis pour de la vieille école, quoi, pour le patriarcat, pour la femme aux cuisines, dans l'alcôve, la femme avec le tablier de ménagère, et tous ces prétendus le mime de la cuisine? Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Il faut absolument que vous voyez ça, là. Si vous ne l'avez jamais vu. C'est un mime qui circule sur Internet. C'est un espèce de pasteur africain complètement désinhibé. Donc, ça ne sera pas long. Je vais faire jouer ça à l'écran. Vous allez pouvoir voir. Donc, écoutez bien. Cuisine! Cuisine! Ah non, ok, ça, c'est juste quand il dit cuisine. Je vais essayer de trouver la phrase complète. Ok, c'est ici. C'est profond, ça. Ah non, tabarnak. La place de la femme. Cuisine. Ah oui, oui, je connais. Oui, ça y est, ça me revient. Okay, oui, j'ai entendu, oui, ça y est. Oui, oui, bah, je suis d'accord, mais je suis parfaitement d'accord. Et je vois pas ce qu'il y a de scandaleux là-dedans. Pour moi, ce qui est le scandale, c'est le fait de prostituer la femme au bureau, enfin, d'aller la prostituer à l'usine, ou de priver la femme de sa nature véritable, qui est d'élever les enfants, d'éduquer les enfants, de faire la cuisine pour son mari avec amour, etc., etc. On en a fait une putain publique, on en a fait une travailleuse, une... Ils l'ont fait elles-mêmes, là. Non, les femmes, non, ça c'est misogyne ce que vous dites. Les femmes disposent de libre arbitre, elles peuvent prendre des décisions pour elles-mêmes. Let's go, girls, OK? Elles se sont putassées elles-mêmes. Je m'excuse, j'ai rien à voir là-dedans. Bah, je crois que ce sont les idéologues de gauche qui l'ont dénaturé de la sorte, hein. Et la femme, comme elle est bête, en général, elle est bête, la femme, bah, elle dit oui, voilà. Est-ce qu'on n'est pas un peu gay? Je sais qu'en plus, vous êtes à tendance homophobique, mais
est-ce qu'on n'est pas un peu gay, finalement, genre de se plaindre que des filles veulent se mettre tout nus sur Internet de leur plein gré? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'homophobie refoulée en nous? Homophobie, ça? D'homophobie, quel rapport? Non, mais là, je suis en train de vous troller, là. C'est une joke que je fais. Est-ce que, dans le fond, parce que je comprends pas tout. Une homophobie, une homosexualité. Oui, oui. Est-ce qu'on n'est pas des homos refoulés du fait qu'on se plaint que des filles se mettent tout nus sur Internet? Il me semble que c'est une aubaine. Non, pas du tout. Non, je vois pas le rapport. Non, mais je crois que ça, c'est l'abus de la liberté. C'est-à-dire, on appelle ça liberté, émancipation. En fait, c'est une putanisation de la femme. C'est-à-dire une gauchisation. Voilà, on pourrait dire ça. La gauchisation de la femelle qui a perdu tous ses repères, qui d'ailleurs, pour les jeunes filles d'aujourd'hui, le fait d'être enceinte, pour elles, c'est une injure. Hein? Il y a un repère anthropologiquement transhistorique qu'elle n'a pas perdu, c'est le compte en banque du mâle. Le compte en banque du mâle comme référent archétypal de la femelle moderne. Non, alors ça, par contre, je n'ai rien contre, parce que ça, je crois que c'est de tout temps. C'est vrai que l'homme doit assurer, alors où il assure sur le plan de la virilité, sur le plan de la force, sur le plan bancaire, sur le plan professionnel, du prestige, peu importe. La femme aime l'homme riche, puissant, etc. Ça, c'est normal. Donc là, vous ne pognez pas tant que ça, d'après moi, là, selon vos propres standards. J'ai pas compris. J'ai dit, vous ne devez pas pogner tant que ça selon vos propres standards. Parce qu'on est dans le loserdom des internets, puis on n'est pas riche. Excusez-moi, c'est votre... vous pouvez pas parler lentement, je comprends. J'ai dit... Ouais, c'est pas grave, c'était une blague de toute façon. Je veux réagir au royalisme. Okay? Parce qu'au Québec, nous avions un parti royaliste. Je suis sûr que vous n'étiez pas au courant de ça. Ça s'appelait le PRQ, le Parti royaliste du Québec. Et j'ai eu la chance de recevoir son chef, Samuel Edgar Jacques Giguère, un autre personnage au nom plutôt poétique, je dirais, mais moins que le vôtre. Je l'ai reçu sur mes 2 podcasts, donc mon ancien et celui-là. Et lui, en fait, il y avait cette thèse-là que, dans le fond, si le Parti royaliste québécois venait au pouvoir, il y aurait un référendum au suffrage universel pour, dans le fond, élire une personnalité québécoise qui deviendrait de facto roi ou reine. Et elle devait être choisie par le peuple au suffrage universel. Et là, pour terminer, puis je vous laisse réagir à ça ensuite, ce qui est cocasse, c'est que le chef, évidemment, n'avait aucun député élu, ça c'est sûr, mais avec mon ancien comparse, le Blot Pertinent, avec qui je faisais mon ancien show, on avait voulu être les 2 premiers candidats du Parti royaliste du Québec à se présenter à une élection générale. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce que le parti a été dissous avant la dernière élection. Et donc là, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce royalisme-là à la québécoise? C'est pas des farces, là. C'est vrai ce que je vous dis. Là. Oui, alors moi je vais vous dire, hein, moi je nage complètement. Hein, la politique politicienne, ça ne m'intéresse pas du tout, et même la politique royaliste d'ailleurs. Hein. Toute la politique en général, c'est comme l'économie en fait. Hein, c'est comme si vous veniez de me parler en chinois là. Même le suffrage universel, à chaque fois j'oublie, je ne sais pas ce que c'est, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis déconnecté de ce genre d'affaires. Tout le monde vote. Oui, non, mais la question elle n'est pas là. C'est que je n'y comprends rien. Et d'ailleurs, je souhaite ne jamais comprendre. Parce que pour moi, si je tenter de comprendre ce genre de choses très vulgaires, pour moi, c'est m'abaisser. Voilà, je veux rester dans mes hauteurs, déconnecté de cette réalité-là qui ne me concerne pas du tout. Alors, ça n'empêche pas que je peux être royaliste. C'est un système, le royalisme. Mais après, les rouages internes de la chose, c'est trop compliqué et ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça c'est c'est des choses très basses, très lourdes, très vulgaires qui ne me concernent pas. Là, vous avez vu ce qui se passe avec la couronne britannique. Nous avons notre monarque. Moi, je peux dire ça parce que je suis au Canada. Et au Canada, nous sommes, vous savez, une monarchie constitutionnelle. Donc, Charles III, T-U-R-D, Charles III, est mon monarque, mon bien-aimé monarque. Il est présentement hospitalisé parce qu'il a une petite boule à la prostate. Hein. Il a une prostate un petit peu gonflée, on sait. C'est un vieux bonhomme. Et là, vous savez, son frère cadet, Andrew, ne peut pas le remplacer pendant sa convalescence parce que c'est un pédophile! C'est un sale pédophile! Et également, Harry,
l'opette féminisé par sa femme ne peut pas non plus le remplacer parce qu'elle l'a forcé finalement à se sortir de la monarchie. Donc là, vous voyez, on est un peu dans des technicalités beaucoup plus proches de la télé-réalité anglo-saxonne que finalement de ce que serait une véritable monarchie respectable. Ici, on avait une question traumatique pour vous de la part de Hugo Girard. Monsieur Isara, avec une telle beauté, intelligence et virilité, comment faites-vous pour contenir toutes vos admiratrices? Ça doit être difficile pour Madame Isara. Non, madame, oui. Enfin, je ne les contiens pas, je n'y arrive pas, je suis obligé de faire avec. Je suis obligé de gérer tout ce succès. Alors, non, mais en plus, on pourrait croire que je troll, mais là, je ne plaisante pas, c'est vrai. Mais je ne vous dirai pas les détails de la chose. Ça concerne ma vie privée, mais il est vrai que si les gens savaient une partie de tout ce qui m'est arrivé, alors, magie de la littérature, hein. Vous savez, moi, je ne fais rien, je fais juste publier des textes, et c'est vrai qu'il y a eu des retours, hein, des retours, je veux dire, ben alors, si je peux pas dire, parce que je suis quelqu'un de pudique, je suis, voilà, alors beaucoup de gens me croiront pas, beaucoup de gens penseront que beaucoup de gens penseront que j'invente, quoi, etc. Mais non, il m'est arrivé des histoires tellement incroyables que, voilà. Alors si en plus, si moi je m'y mets, volontairement je fais en sorte de me mettre en avant par rapport à ça, alors là je serais débordé. Mais déjà c'est difficile à gérer. Alors ce qui prouve que la littérature c'est vraiment c'est quelque chose qui attire une partie de la gente féminine, des laides, des attirantes. Même Michel Houellebecq, ce petit avorton, oui. Physiquement rejeté, lorsqu'il est devenu célèbre. Oui, mais c'est normal. Il a dit là, tout d'un coup, il y avait des femmes qui voulaient... C'est tout à fait normal. La femme aime l'homme supérieur, c'est-à-dire l'homme qui est sous les projecteurs, l'homme qui a un compte en banque conséquent, etc. Et alors la littérature, c'est encore un autre genre de femme. Hein. Vous avez les femmes fascinées par les auteurs, par les créateurs, et qui sont irrésistiblement attirées par les belles plumes. Et là, attention, hein, le jeu de mots, parce que, bon, voilà, c'est vrai que j'ai une belle plume, dans tous les sens du terme. Après ce jeu de mots grivois et licencieux, pour ceux qui l'auront compris, vous parliez de vulgarité tantôt, et moi, en fait, une remarque qu'on me fait souvent, c'est que, bon, vous l'avez dit de toute façon avant qu'on débute le podcast, je suis quand même quelqu'un d'étoffé, de brillant à sa façon, je suis quelqu'un de lettré, bon, tout ça, on va pas s'en cacher. Je ne suis pas un bel esprit à la Hegel nécessairement, mais bon. Cela étant dit, où est-ce que je m'en vais avec ça? Oui, mais parfois, on me reproche ma vulgarité. On me dit, Mathieu, avec toutes les connaissances que tu as accumulées, avec toute ta tchatch, avec ton intelligibilité, avec ton style, avec ton panache, pourquoi est-ce qu'il faut que tu descendes volontairement dans les bas-fonds de la virilité la plus ignoble et la plus extrême? Et je dis, en réalité, je le fais précisément parce que ça vous emmerde. Mais ma question pour vous, c'est comment, puis là, vous interagissez avec moi depuis bientôt 45 minutes, comment est-ce que vous aimez ça, voir se côtoyer le sublime et la vulgarité chez une même personne? Vous parlez de vous, là. Mais pour moi, ça n'est pas incontestable. Vous savez, Hugo, ce qui faisait le secret de la plume hugolienne, c'est qu'il arrivait à merveille à faire se croiser le grotesque avec le sublime. Et c'est ça la vraie poésie, la vraie littérature. C'est ça, en fait, vous savez. C'est le sucre et le sel, à la rencontre du sucre et du sel, du ciel et de la terre, du feu et de l'eau, etc. Ce sont les contraires, les opposés qui donnent du relief alors au personnage, au texte, à l'œuvre, etc. Le problème de Rimbaud, c'est qu'il a juste mis un peu trop de grotesque. Dans son alchimie, il a échappé la salière à grotesquerie dans le mix. Oui, peut-être. Mais en fait, donc votre question... Oui, mais alors, en fait, j'ai pas répondu entièrement à la question tout à l'heure. Comment réagit ma compagne? Écoutez, vous dis, je gère la chose. Ma compagne est censée être soumise, et puis vous savez, elle a l'habitude aussi, elle m'a rencontré.
Non, mais vous savez, on s'est rencontrés sur le mode littéraire. Hein. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. J'ai passé une annonce pour j'étais un épistolier à l'époque et pour correspondre sur le mode littéraire. Donc, ma compagne, elle était consciente que une personne, un astre comme moi, nécessairement, devait attirer des petites lunes, des satellites. Et donc, c'est une chose qu'on gère. Vous savez, c'est le prix à payer de mon éclat, en fait. Hein. Donc, pour revenir à ce que vous me disiez ensuite sur Rimbaud, non. Oui, sur le sublime, oui, voilà, le sublime et le vulgaire, vous m'avez dit. Hein. Donc votre question, c'était comment est-ce que vous appréciez le fait que chez moi, donc dans une seule personne, se côtoient de façon ponctuelle et cyclique le sublime et le vulgaire? Vous voulez dire dans vos œuvres ou dans votre discours? Ah ben ça c'est le secret, la richesse, la contradiction de votre personnalité. Je ne suis pas vous, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes comme moi, vous cherchez la lumière, peut-être, je suppose. Oui. Oui. Donc vous êtes narcissique, vous aussi. Narcissique est un terme dangereux. Moi, je préfère le terme égoïste illuminé. Oui, oui, ça, je revient au même. Oui. Un égoïste illuminé. Ben, vous avez les moyens de votre égoïsme. Eh bien, je pense que tous les moyens sont bons, vous savez, pour attirer les regards vers soi. Hein, lorsqu'on a la lumière, l'essentiel, c'est d'avoir la lumière. Si vous avez la lumière, pouvez-vous tout vous permettre. L'ambition d'un homme intelligent n'est pas d'être exposé au salon mainstream, c'est d'être exposé au salon des refusés. Parce que c'est le salon des refusés qui fait l'histoire et qui va transcender. Donc, tous les grands artistes n'ont jamais été reconnus de leur vivant. Tous les artistes qui ont eu de la visibilité à leur époque, qui ont été admirés par leurs contemporains, ne leur ont pas survécu. Donc, moi, je m'en fous qu'on ne me liche pas le cul à cette époque. Comme disait Nietzsche, il y aura des chaires d'enseignement de mon Zarathustra dans les années 2000. Eh bien, au 22e siècle, il y aura des gens qui auront des portraits géants de moi, comme Mao Tse-tung, le grand timonier en Chine communiste, et ils pourront faire des orgies en me regardant, dans des orgies devant mon portrait. Ça va être de toute beauté. J'aimerais vous laisser le choix du prochain sujet. De quoi avez-vous envie de parler? Non, parce que là, vous me parliez justement de la postérité, là. Mais en fait, l'essentiel, vous savez, moi, je ne cherche pas à avoir mon portrait en grand comme ça, dans les grandes avenues des capitales. Ce que je cherche, ce que je veux, et ça, c'est l'essentiel, c'est toucher les cœurs, toucher les esprits. Et là, vous avez l'immortalité. Vous êtes sûr d'accéder à l'immortalité si vous touchez l'esprit humain, le cœur humain. Et il n'y a pas plus éternel comme support, hein, beaucoup plus durable que le papier. Vous avez le cœur humain, parce que le cœur humain, vous savez, l'homme est immortel, hein. Enfin, il est éternel après la mort. Et quand bien même, pour moi, le plus beau support, hein, à mes écrits, ce sont le souvenir de mes lecteurs, quel que soit le support premier. L'essentiel, c'est que l'œuvre passe de la page du livre au cerveau humain, à l'esprit, au cœur humain. Voilà. Et là, on accède à l'éternité. Bouffon, hein, ce personnage trompier, Arthur Rimbaud, ne disait-il pas dans La Saison en Enfer, je veux produire une littérature, un langage qui sera de l'âme pour l'âme? Oui, je ne connais pas cet écrit de Rimbaud, mais La Saison en Enfer, moi je connais son oui, mais alors, d'accord. Sauf que je ne suis, je pense pas un insensible, je ne suis pas un abruti, et j'ai lu Une Saison en Enfer, ça me fait ni chaud ni froid. Donc il a raté son coup, il a raté sa cible. Il a réussi avec moi, par contre. Il a vraiment réussi son coup avec moi. Pas que je préfère les illuminations à La Saison en Enfer. Ici, dans le fond, un beau témoignage. Troy Desmontagnes, c'est la personne qui m'avait recommandé de vous inviter. Il dit: je vous donne la garantie d'homme à homme. Monsieur Isaac, vous avez touché mon âme et mon esprit dans la profondeur, ainsi que ma descendance pour des siècles et des siècles. Je crois bien sûr. Je sais ce que je vaux. Ici, on a une question de Mariam Gassimi. Est-ce que Isara pense quelque chose de l'immortalité de Milan Kundera?
Je sais pas, je n'ai pas lu Kundera, ça m'intéresse pas beaucoup. J'ai rien contre lui, hein. À l'image, il me paraît intéressant, il passe bien, il est télégénique, mais je n'ai pas lu son œuvre. Je vous dis, je ne m'intéresse pas aux œuvres des autres en général. Voilà, ça m'intéresse pas. Alors je ne dis pas que c'est pas... La chose que vous m'avez dit, en fait, que l'univers mental d'autrui vous Oui, m'intéresse pas. accessible par défaut. Non, en règle générale, oui. Ça, pour moi, c'est de l'égoïsme illuminé. C'est dire, Isara fait du Isara, l'évêque fait du l'évêque. Dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est moi. Ben, à quelque part, c'est héroïque de le dire. Dans notre, comme dirait Clint. Non, mais c'est lucide surtout, c'est lucide. Vous savez, j'ai assez à faire avec mes profondeurs, hein. Moi, j'ai des océans, des immensités en moi, comme tout le monde d'ailleurs. Mais moi, c'est vrai que il y a peu de vide dans mon âme. Mon âme est immense comme toutes les âmes. Allan Poe. Edgar Allan Poe, auteur du poème Le Corbeau, de Raven en anglais, il aurait dit dans un écrit théorique peu connu, il aurait dit « Jamais aucun homme n'osera écrire un livre dont le titre serait « Mon cœur mis à nu ». Parce que, dans le fond, ce serait beaucoup trop douloureux et il mourrait, son âme mourrait avant de l'avoir complété. Et Charles Baudelaire, qui était évidemment un aficionado Edgar Allan Poe pour avoir traduit son poème Le Corbeau et d'autres textes, il a tenté d'écrire un livre qui se serait intitulé Mon cœur mis à nu, mais il ne l'a jamais complété de son vivant et aujourd'hui, on en a encore un texte posthume. Et donc, vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que Raphaël Zacharie de Isara tenterait le coup d'écrire un texte intitulé Mon cœur mis à nu? Ben, tous mes textes plaident pour ça, en fait. Tous les textes que j'ai écrits, c'est mon cœur mis à nu. Hein? Ben, dans les limites de la décence, bien sûr. Parce que mes textes, c'est moi, ou alors c'est de l'anti-moi, c'est-à-dire ce que je ne suis pas. Donc c'est un masque, en fait, un reflet inversé. Mais tout ce que ma divine cervelle pond, eh ben, c'est le reflet de ce que je suis. C'est mon visage, c'est moi, c'est mon âme. J'aimerais qu'on aille lire certains de vos textes dont vous êtes les plus fiers. Juste avant, une petite question. Bon, je suis fier de tous mes textes. Inside joke, en passant, vous ne comprendrez pas le contexte, mais nous, on va se comprendre, les académiciens et les IAQ-Trolls. Donc, qui passe la tondeuse chez vous? Qui tond le gazon chez les Isara? Ah, il n'y a pas de gazon attendez, Ah, mais je comprends pas trop la question. Mais tu sais, je veux dire, en général, les maisons ont des cours. Oui. Une cour à la pelouse. Non, mais écoutez, moi, je n'ai pas de maison. Moi, je vis sous mes étoiles. Je vis dans mes rêves. Tout ce qui est pragmatique, je traite ça de manière très secondaire. Hein. On se rejoint là-dessus. Donc, est-ce que vous avez des textes dont vous êtes particulièrement fier? Oui, que je vous dis, je suis fier de tous mes textes, mais en général, oui. Alors, c'est drôle parce que les textes dont je suis fier, ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus de succès. Vous voyez, donc... et parfois, il y a des textes que je trouve plutôt passables et qui plaisent beaucoup. Alors, vous voyez, j'ai pas les mêmes réflexes. Je ne sais pas, des fois, ça nous échappe. Hein. Vous savez, moi, j'écris mes textes et après, ils deviennent ce qu'ils doivent devenir. Hein. Ils font leur chemin, quoi. Hein. Comme je vous ai dit, c'est la sincérité des gens. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les textes qui vous plaisent à vous parce que ça va nous révéler qui vous êtes, votre idiosyncrasie. Donc là, dites-moi si je suis à la bonne place. J'ai le site ici, Raphaël Zacharie des Isara. Non, c'est pas celui-là. Allez sur Isara Lune. Tapez Lune en un seul mot. Donc, voilà, ici, oui, d'accord. Voilà. Ça, c'est mon dernier texte que j'ai écrit tout à l'heure. OK. Là, dans le fond, mettons, je veux un texte dont vous êtes fier. Avez-vous un titre que je pourrais rechercher? Un texte que je suis fier, c'est le Castrat, d'ailleurs, qui était plagié, d'ailleurs. Là, comment je fais pour faire une recherche? C'est en quelle année, ça? Tapez le Castrat, vous allez tomber dessus. C'est le numéro Castrat. Dans la recherche, dans les titres, voilà, vous allez tomber. Là, j'ai écrit Castrat en haut à gauche, ici, puis là, ça me sort. Texte qui a été plagié par un chirurgien qui est décédé, hein, d'ailleurs, à l'âge de 55 ans. Et donc, j'ai quand même, parce que j'ai quand même ma fierté. Hein. D'abord, je suis heureux d'avoir été plagié, mais j'ai quand même demandé à l'éditeur de rectifier la vérité. Hein. Mais alors, en guise de rectification des vérités, il a supprimé de ses
Voilà, de ces références, le texte dans lequel mon texte avait été plagié. Est-ce que vous me permettez d'en faire la déclamation? Bah, bien sûr, allez-y. Parfait. Donc, je me lâche lousse, comme on dit. Et avec hauteur, avec panache, s'il vous plaît. Avec brio. Enfant, muse et coït 495 de Raphaël Zacharie de Isara, intitulé Le Castrat, donc quelqu'un à qui on a coupé la paire de couilles. Avec sa voix d'ange, il troublait les deux sexes. Créature énigmatique au charme androgyne, le Castrat était entouré de prétendantes toutes plus ravissantes les unes que les autres. Une seule, cependant, avait retenu son attention, pour qui il éprouvait les mêmes feux. Amputé de sa partie profonde, il n'en aimait que plus passionnément cette femme. L'organe vital qu'il sentait battre dans sa poitrine, et pas que dans sa poitrine, oserais-je rajouter comme Donald Trump de façon unscript, était entier, lui. N'était-ce pas l'essentiel? Cette affection exempte de corruption charnelle l'enivrait et le chagrinait, tout à la fois. L'amante, quant à elle, était éprise de pudeur, de sommet, d'idéal, folle enfin de cet eunuque à la gorge d'oiseau qui incarnait ses plus chères aspirations amoureuses. Leur hyménée asexuée était beau et tragique, pitoyable et sublime. Le sopraniste avait remplacé son mâle argument par un céleste substitut, consolateur et exquisément éthérien. Ah, ça, j'aime ça. Ça, c'est très beau, ça. Ça, c'est mon genre. Ça, c'est maximaliste, ça. C'est très chargé. Là, je pourrais même vous accuser de rimbaldisme. Oui, mais avec l'accent canadien, je vous dis franchement, non, on peut arrêter parce que, non, c'est bon, parce qu'avec l'accent canadien. Ouais, là, je sais que votre cerveau fait des siennes. Là. Votre veine de cou ici, là, ou votre veine de tempe va exploser. Ouais. Son chant de flûte valait la plus flatteuse des vigueurs, au moins auprès de la jante raffinée. Émotion supérieure, pureté du cœur, élévation de l'âme liaient les deux fiancés dans leur ascension sentimentale. Leur union chaste était une œuvre d'art dédiée à la musique, à la beauté, à la poésie. Envié, admiré, jalousé de tous, le couple passait des nuits exaltées et brillantes où l'art présidait à leurs émois esthètes et vertueux. L'amant au timbre séraphique souffrait toutefois de ne posséder que son attribut sonore pour toute séduction. Ornement suprême à la portée des initiés et des courtisanes parmi les plus estimables, lui conférant gloire et prestige, certes, mais signature irréparable de sa masculine déchéance. Le sacrifice était magnifique et cruel. N'était-ce pas ce qui en faisait le prix? Hôte des princes, statue vivante affranchie des pesanteurs de ce monde, le demi-homme était traité comme un demi-dieu. Las, le baume de la renommée ne parvenait pas à l'apaiser. Conscient de ses hauteurs comme de ses limites, l'émasculé aspirait à des ivresses qui eussent pu contenter les féminines ardeurs des plus nobles aux plus triviales, des plus légères aux plus profondes. Il se languissait de ne pouvoir se ranger sous les lois naturelles de l'amour, alors que tous louaient sa particularité vocale et que, porté par la grâce, il échappait au commun. Sa condition quasi angélique lui était devenue odieuse. À l'abri des misères de la chair, il n'en était pas moins privé de ses éclats. S'épanchant vers l'élu, celle-ci ne pouvait que recueillir ses larmes d'orphelin, émue par ce jeune chêne à qui l'on avait ôté la sève. Ça veut dire qu'il s'est masturbé, j'imagine. Privé de sa virilité, l'éploré était bouleversant dans les bras de la belle. Doucement, tout doucement, avec son souffle d'enfant, il sanglotait dans le giron de l'aimé. Et c'est là que, blessé, inconsolable et pathétique, le roseau faisait entendre sa prière la plus poignante. J'aurais pu le déclamer, je l'aurais fait avec beaucoup de clarté déjà. Et puis plus en fait, savez-vous ce que je vais faire? Je vais vous proposer de lire un de mes textes en échange. D'accord. Avec plaisir. Juste avant, ici, on a Kikil 793 qui dit de la poésie lunaire. Là, est-ce que vous savez qui a mis sur la map au Québec et désormais en France depuis quelques années le concept de lunaire? C'est un Québécois du nom de Bock-Coq. Mais peut-être que vous le connaissez plus sous l'appellation Mathieu Bock-Côté. Ça vous dit quelque chose? Non. Vous avez entendu parler? OK. Mais lui, il utilise souvent ce superlatif-là en voulant dire que certaines choses, par exemple, qui ne sont pas, selon lui, dignes de mention, il va dire c'est lunaire. Vous savez, c'est lunaire. Bon, OK. Donnez-moi une petite seconde. Je vais vous trouver un de mes textes
que j'ai écrit sur Napoléon. Donc, on va rester quand même dans les tons de la francophonie. C'est à la suite du film de Ridley Scott que j'ai trouvé beau esthétiquement, bien travaillé, mais quand même très décevant au niveau de la représentation de Napoléon. Donc, je vais juste vous retrouver le texte, ça ne sera pas long. J'avais dit quand même que nous devions arrêter au bout d'une heure. Hein. Là, il est 19h. Ouais, ben on se rend, un dernier 15 minutes, vous lisez mon texte, on conclut. D'accord. Parce que je ne veux pas qu'on se dilue et j'aimerais que tout soit vraiment bien retentissant, hein, que bien Parfait. on aille à l'essentiel. Parce que je vous dis, même là, je n'aime pas ennuyer l'auditoire. Bon, là, est-ce que vous êtes capable de lire ou est-ce que j'ai Oui, grandi bien encore? sûr, avec plaisir. OK. Un peu plus gros. Ce sera pas long. À Napoléon à l'île d'Elbe. On peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. L'empereur d'Elbe, bien qu'assommé par le poing américain de l'ego, était tout, hormis ne pas être ce concentré de cosmos, sauf nu. Charlemagne, il était sapé comme un touriste sur le bord des eaux turquoises. Le shogun n'avait jamais été aussi peu honorable. Sur sa tête de vautour des nations, pavillonné phallique, le petit chapeau, sa crête de coq, l'item le plus mémorable de son armurerie symbolique. Joséphine, vois-tu mon ombre martiale incendier le firmament? Ils ont pu m'enfermer en un désert équatorial, mais pas exilé de mon souvenir. D'ores et déjà, il arborait l'uniforme qui le verrait remarcher, 100 jours durant, sur un Paris aussi dépeuplé qu'un poème de Lamartine. Quels Hollanders, aux soldatesques bestiaires, baignés dans une vengeance philosophique entre deux imperturbables hippopotames. Le plastron nord-coréen de ses outrageantes médailles étincelait à son portail comme l'inception d'une supernova. Jamais je n'oublierai leur éclat dans la prunelle mauve de l'impératrice. Les natifs, tribaux figurants d'une odyssée en leur insalubrité d'existence, apprécient tôt le matin ouïr le ténor exalté. Cocorico, lorsqu'il récite les annales de son égyptien califat d'Austerlitz, ou lorsqu'il récite les annales de son égyptien califat jusqu'à l'invention rococo de la Légion d'honneur, le nostalgique banni se sent devenir insoutenablement léger. De la bataille d'Austerlitz, ou sa suprématie gauloise pavoise, jusqu'à la glaciale campagne de Russie et dans l'horreur morale du bagne, où étais-tu, mon adoré, lorsqu'on m'entendit bramer dans la fumante Moscou? Lui, le corsaire, avait tout à jamais imprimé sa morsure d'alpha dans l'histoire, comme ses canons, des décennies plus tôt, avaient cannibalisé l'antique visage du Sphinx. Adossé à un formidable platane sous un ciel aussi bleu que les yeux de l'auteur, la commémoration de ses exploits militaires le ravissait à mourir. Une réminiscence d'outre-tombe, véritable embaumement du sang pour l'esprit. Embaumement de sang pour l'esprit. À ce moment, Napoléon commençait à se sentir gracile et souple comme une feuille d'aluminium. Une plume tomba de sa main gauche. Le mémorial attendra. Soûl d'être aussi poétiquement écroué dans un univers d'une telle fantaisie, il les réalisa, perdu dans la forêt, culotte baissée, que ce n'était plus de l'urine, mais de la sérotonine qu'il excrétait, alors obnubilé par le spectre de Joséphine. De plus, sa peau, grâce aux tropicaux levers de soleil irradiant l'horizon de sa souveraine île, avait tanné. Preuve précoce de Darwin que cette coquette adaptation du manchot empereur au climat hyper exotique. Allant crescendo, un emballement d'achab l'avalait de plus en plus, tel un bâillement, l'effaré lecteur baudelairien. Fanfare, orgue, toccata et fugue, vagissement d'ex-France, cuisses ouvertes,
pluie de noix de coco, à plat ventrissement du vieil océan, comme lorsqu'il marcha sur Iéna, dans l'œil dialectiquement hagard d'Hegel. Lucky Napoléon, avec son lasso, avait attrapé la reprise kierkegaardienne sur laquelle il tirait comme un homme fort, déplaçant seul un Boeing 747. C'est alors qu'un vassal qui avait assisté à toute la scène s'écria « L'empereur, l'empereur, regardez, il flotte au-dessus des eaux !» Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Je n'ai pas tout compris. J'ai quasiment pas compris. Bon, je sais que bon, c'était Napoléon sous votre plume. Voilà. Bon, les mots étaient chantants, bien agencés, mais alors le sens, j'ai pas tout compris. Je crois que pour moi, c'était trop tarabiscoté pour moi. Ça manque de fluidité dans l'intelligibilité. Voilà. Ça n'est pas assez intelligible pour moi. C'est peut-être trop tricoté pour moi en ce qui me concerne. Moi, bon, cela dit, c'est vrai que bon, je sens bien qu'il y a un travail sur les mots. Ça se sent, ça se voit. Ça se voit. Mais voilà, moi je suis pour la fluidité, l'accessibilité. Hein, bien que, bon, c'est vrai, par exemple, aujourd'hui, hier, j'ai fait un texte on m'a dit qu'il était plutôt hermétique, je ne l'ai pas fait exprès. Parce qu'en général, je m'efforce pour être intelligible, compréhensible. Alors votre texte, bon, peut-être que j'ai pas mis assez de concentration. Mais de toute façon, on ne peut pas vraiment raisonner un texte lorsqu'on le lit à haute voix pour la première fois. Il faut le lire. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On a besoin de l'absorber, de le digérer, et ensuite on peut le déclamer. Oui. Mais justement, la déclamation ne révèle pas le contenu de l'œuvre, son âme. Ce qu'elle en révèle, c'est la virtuosité de la forme. Et justement, votre critique, parce que vous avez reconnu qu'il y avait un travail sur les mots, qu'il y avait quand même une richesse sémantique, une valeur poétique à ce texte-là, peu importe ce qu'il veut dire. Et moi, évidemment, beaucoup plus que vous, je suis un écrivain de la forme et je cherche à créer des beaux objets. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose de beau au final. Et c'est ce que j'ai toujours reproché aux surréalistes, par exemple. J'ai toujours admiré la fronde intellectuelle, la pugnacité, mais genre l'intrépidité que les surréalistes ont eue par rapport au texte. J'ai toujours admiré ça en tant qu'intellectuel, mais j'ai toujours trouvé ça laid en général. En fait, même, je préfère la peinture surréaliste, comme le château au-dessus des Pyrénées, dont j'ai un exemplaire chez moi, une copie évidemment. J'adore ça, mais pour moi, dans le fond, la vraie belle poésie, c'est Rimbaud, c'est Mallarmé, c'est Baudelaire, ça c'est très beau. Puis encore là, même si je reconnais évidemment qu'ils sont beaucoup plus clairs que moi dans leur énonciation, je me fous de ce qu'on vous dit. Tellement je trouve ça beau. Donc, si la beauté du texte vous a touché, pour moi, c'est une mission accomplie. Touché, je ne lirai pas ce genre de littérature, non, mais je reconnais que, bon, c'est comme chez Rimbaud, je vous ai dit, pour moi, le bateau ivre, c'est une belle tapisserie, mais derrière, c'est vide, c'est creux. Alors là, derrière, contrairement à vous, là, on voit bien qu'il y a eu un message, vous avez souhaité faire passer un message que je n'ai pas perçu, personnellement. Je n'ai pas tout perçu. Ça manque de clarté. Alors là, moi, la beauté, je veux bien, mais s'il n'y a pas de clarté derrière, non. Moi, je veux allier la beauté à la transmission. Je le trouve justement à m'inscrire dans une rimbaldienne, contrairement à vous. Puis, il y a une petite anecdote qui entoure le bateau ivre, je ne sais pas si vous le savez. Rimbaud admirait évidemment Théodore Banville, qui était à l'époque le chef de file des Parnassiens. Donc, le mouvement parnassien, c'était des gens qui créaient de beaux objets poétiques, souvent sans grands intérêts. Leur thème fétiche était un peu la mythologie grecque et compagnie, ce genre de choses-là. C'était des textes précieux, mais pas particulièrement intelligents. Et Rimbaud avait correspondu avec Banville, on a encore ses lettres. Et lorsqu'on l'aurait présenté, là, je ne sais pas si ça s'est vraiment passé ou pas, lorsqu'on l'aurait présenté à Théodore Banville, avec le bateau ivre, Banville aurait dit « Pourquoi n'avez-vous pas commencé en disant « Je suis un bateau ivre » Ça leur aurait été beaucoup plus clair. Et Rimbaud, alors âgé de 17 ans, lui aurait dit « Vieux ». Oui, ça c'est bien une réponse d'adolescent. Hein.
Non, mais Rimbaud était avant-gardiste. Parce que Oui, mais d'accord. Mais écoutez, l'avant-gardisme, il a amené l'impressionnisme en poésie. oui, moi, je ne suis pas pour l'avant-gardisme. Moi, je suis pour l'accessibilité d'un texte et toucher le cœur humain. Peu importe que ce soit avant-gardiste, que ce soit rétrograde, je m'en moque. Ce que je veux, c'est toucher le cœur humain. C'est ça l'essentiel. Et c'est le but premier de la littérature. Moi, je suis pas là pour briller dans les salons. Vous savez, je suis pas là pour dire ah oui, regardez, il est pour exposer dans, vous savez, dans les galeries avant-gardistes. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de toucher vraiment les individus, hein, d'accéder à l'éternité à travers les âmes humaines. Que mes textes voyagent d'âme en âme, d'esprit en esprit, de cœur en cœur. C'est le langage que Rimbaud voulait inventer. Il le dit lui-même, noir sur blanc dans la saison en enfer. Je rêve d'inventer un langage qui serait de l'âme pour l'âme. Vous êtes pas un homo refoulé, vous êtes un rimbaldien refoulé, M. Isara. Oui, mais sauf que Rimbaud, il n'a pas voyagé dans mon âme. C'est ça la différence. Lui, il le dit, moi je le fais. Enfin, j'ai la prétention de réussir. J'ai la prétention de parvenir à mes fins. Et c'est ça mon but. Ce n'est pas... Bon, bien sûr, j'aimerais être édité dans des éditions prestigieuses. Je ne m'en cache pas, bien sûr. Mais le but ultime de la littérature, c'est vraiment ça, oui. De toucher les âmes. Parce que si vous atterrissez dans un livre prestigieux, mais que ça reste dans le livre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt sur le plan humain. C'est intéressant sur le plan mondain, hein, pour briller dans les salons parisiens, c'est intéressant. Mais si vous voulez spirituellement gagner en palme spirituelle, là oui, d'accord. Mais sinon, non. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. J'approche la littérature de façon parfois un peu... bon, il y a mon côté provocateur, ma matriculance, tout ça, oui, mais je l'approche comme un intello. Moi, je suis un petit intello. J'ai pas l'air de ça, là. Parce que moi, je suis le contraire de Superman. C'est-à-dire que je suis un super-héros déguisé en intellectuel. Ou plutôt, non, je suis un intellectuel déguisé en super-héros. C'est ça que je voulais dire. Et l'affaire, c'est que j'essaie de créer de beaux objets et j'essaie toujours de pousser le bouchon le plus loin que je peux en sachant très bien que je vais perdre en cours de route un paquet de monde. Mais je me dis, au final, est-ce qu'une personne aura la sincérité de me dire que malgré qu'elle a foutrement rien compris à ce que j'ai radoté, elle a quand même trouvé ça beau? Parce que moi, en fait, ce que je veux, c'est que les gens soient... Je veux confronter les gens à de la beauté. Pas ma beauté, là. Le fait que ça vienne de moi, ça n'a pas d'importance. Je veux reconnecter les gens à la beauté. Je veux produire des belles choses. Et quand les gens me disent « J'ai trouvé ça beau, ton texte », je fais « Arrête-toi là ». Oui. Eh bien, c'est louable. Sauf que votre beauté à vous, elle est, comment dirais-je, épidermique. La mienne, je la veux en profondeur. Vous voyez, moi, je veux que ça soit intelligible, compréhensible, touché en profondeur. Alors, vous avez encore un progrès à faire, c'est de chercher à toucher les profondeurs de l'âme humaine, et non pas le superficiel, non pas l'épiderme. Parce que sinon, vous êtes une tapisserie, sinon. Vous devez sûrement pas apprécier particulièrement James Joyce, l'Irlandais, qui disait « J'ai mis tellement de labyrinthes et j'ai créé tellement de faux semblants dans mes textes qu'on pourra m'étudier pendant 1000 ans qu'on ne comprendra toujours pas ce que j'ai voulu dire. » Mais l'affaire, c'est que le texte de Napoléon, il a un sens. Je l'ai écrit après avoir vu le film de Ridley Scott parce que pour moi, il avait complètement débilité ce personnage-là historique et héroïque et fascinant qui est Napoléon Bonaparte. Il en a fait une merde. Il en a fait une chiffre molle. Et j'ai été profondément ému par une scène à la fin du film, la bataille de Waterloo, quand Napoléon est dans sa tente, les mains derrière le dos, vieux et fatigué. Il vient d'apprendre la mort de Joséphine après être rentré en France de l'île d'Elbe. Donc, il ne le savait pas. Il a appris en chemin qu'elle était morte. Et là, son support moral, l'impératrice, n'est plus là. Et là, il arrive, évidemment, il est en déficit numérique. Il y a une coalition des autres nations européennes pour l'arrêter. Et là, il se retrouve à Waterloo, qui est une bataille décisive. Il est seul dans sa tente. Et là, de l'autre côté, il y a le chef anglais, dont l'un des assistants, avec une longue vue, il lui dit « Monsieur, je l'ai dans ma ligne de mire. Est-ce que je dois tirer? » Et le chef anglais il répond « Non. » Mais sur un ton ultra condescendant, « Non. » En voulant dire genre comme « Il est déjà fini. Ça ne sert à rien de l'abattre comme un chien. Il est déjà perdu. Et l'humiliation est suffisante.
l'humiliation qui l'attend dans les prochaines heures est suffisante. Ça m'a tellement ému que j'ai voulu écrire un texte pour dédouaner Napoléon Bonaparte. Et je l'ai imaginé à l'île d'Elbe, en exil, dans cette espèce de paysage-là exotique où, dans le fond, il fantasmait son retour. Le retour de l'empereur qui devait remarcher 100 jours sur la France. Et là, j'ai fait ça de façon très imagée parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans la tête de Napoléon à l'île d'Elbe. Et on vit avec lui son fantasme, sa démesure, sa mégalomanie, son stress, sa peine, l'éloignement de sa patrie. C'était ça le concept. Mais l'affaire, c'est que je sais que je rends ça tellement complexe qu'il y a peu de gens qui vont accéder à ça. Mais si on me pose la question, je peux répondre. Oui, moi j'aurais voulu qu'on parle plutôt de moi plutôt que Napoléon. Vous savez, moi je suis venu ici pour ça. Alors, non. Alors, ben, écoutez, je laisse le mot de la fin à Raphaël Zacharie de Izara et le mot de la fin doit parler de Raphaël Zacharie de Izara. Donc, qu'est-ce que Raphaël Zacharie de Izara a à dire de Raphaël Zacharie de Izara en terminant ce merveilleux podcast? Je suis la lumière, je suis la plume, je suis la littérature, suivez-moi. Je vais vous emmener dans des voyages merveilleux. Je vais vous entraîner dans des aventures isariennes qui vous vont mener très loin. Et même jusqu'à l'infini, puisque moi je suis censé écrire voilà, pour l'éternité, jusqu'à l'infini. J'ai abordé tous les sujets de l'univers et je continue une route interminable vers les sommets infinis de la beauté, de la poésie. Bon, ben parfait. Un dernier petit commentaire ici, Kikil, qui dit un texte de Izara, lu avec l'accent québécois, ça a du style, une certaine élégance. Donc, non, mais je suis peut-être la seule fois que le Québécois aura déclamé à l'antenne un de vos textes, ça va rester dans les annales. Bon, mais écoutez, c'est voilà. tout. C'est tout, on a fait le tour. Merci. Hein. Merci infiniment d'être venu. J'aurais voulu briller beaucoup plus, mais vous avez monopolisé le temps. C'est normal en même temps. C'est la rencontre de deux égaux en fait. Alors ça aurait dû faire des grosses étincelles, mais c'est plutôt vous qui avez monopolisé la chose. J'aurais voulu être au centre. J'aurais dû vous le dire en avance. C'est que moi, c'est pas des entrevues que je fais. Vous, avant, vous avez été interviewé par le professeur Grandjean. Il y avait une liste de questions pour vous. Vous répondiez. C'était des entrevues. Moi, c'est pas des entrevues que je fais, c'est des conversations. D'accord, ouais. On a eu une conversation, puis c'est vrai que je parle beaucoup, je le reconnais pleinement, mais je pense qu'on a quand même... Vous auriez dû me laisser vraiment la parole. Hein. Moi, j'aurais vraiment amené beaucoup d'intérêt. Voilà. Oui, alors je suis d'accord pour recommencer. Raphaël Zacharie de Izara, comme Arnold Schwarzenegger dit, The Austrian Hulk will be back. He will be back, mesdames et messieurs, Satan Academy. Un jour prochain, il va revenir nous parler de lui, l'être qu'il connaît le mieux et peut-être même le seul être qu'il connaît vraiment, Raphaël Zacharie de Izara. Ce personnage splendide des internets. Abonnez-vous à sa chaîne Raphaël Zacharie de Izara, _, La Lune sur YouTube et son blog que vous avez vu affiché à l'écran tantôt. Allez lire ses textes. Ce personnage splendide d'irréductible gaulois. Ce fantasque histrion qu'on adore et qu'on a découvert tous ensemble aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, merci. Vous avez tout compris. Vous avez tout dit, tout compris. L'essentiel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.